Connecté au monde via les réseaux sociaux, assis devant mon écran, je sens croître en moi l'envie de sortir, d'éteindre télévision et radio, de fuir ces informations qui alimentent sans cesse la peur. Je ne comprends plus le monde dans lequel je vis. Depuis 2012, je subis de plein fouet l'opposition au mariage homosexuel et à l'homoparentalité. Cette hostilité me heurte profondément. Je ne comprends pas la haine, ni ce refus de l'égalité entre tous. Puis, début 2015, la vague d'attentats frappe le pays et alourdit un climat déjà pesant, renforçant incompréhension, angoisse et sentiment d'impuissance face à la violence du réel. Partir, tout abandonner, famille, travail, amour, parce que je n'y crois plus, parce que je ne comprends plus ce qui m'entoure et que tout paraît soudain vide, vide de sens, vide de sensations. Je ressens le besoin de rompre avec le confort quotidien, de me libérer, de m'affranchir d'un esprit en cage, suspendu à des pensées envahissantes. De quitter la grande ville, cette fourmilière humaine où, malgré des millions de visages, je me sens perdu et isolé. Je ne suis plus en harmonie avec le monde. Pourtant, je refuse de l'abandonner car je pressens qu'il en vaut la peine. Fuir. Pourquoi? Qui? Quoi? Est-ce la solution? Et vers quoi devrais-je aller? En mer, face à une tempête, deux choix s'offrent au navire. Dériver, au risque de sombrer, ou fuir. Chercher un autre horizon, un havre de paix, l'espoir de jours meilleurs. Pendant 5 mois, je partirai à la rencontre de cette France que je connais si peu. Je ne pars pas seul. Une Anis, un ami, m'accompagne. Chaque soir, nous demanderons à un inconnu un endroit où dormir. Être accueilli chez l'habitant, vivre au plus près des gens, apprendre un peu plus leur univers, leur travail, leurs pensées, leurs peines, leurs joies, leurs questionnements. Échanger simplement. Peut-être découvrirai-je, chez certains, une histoire faisant écho à la mienne, une autre forme de fuite. Peut-être trouverai-je en eux la clé d'un meilleur horizon. À quelques semaines du départ, les doutes s'accumulent. Comment serons-nous accueillis? La nature humaine nous rassurera-t-elle ou nous laissera-t-elle un goût amer? J'ai toujours pu m'évader aisément par la pensée. Mon activité de photographe et de cinéaste m'y a aidé, comme un refuge imaginaire me tenant à distance de tout. Le problème, c'est que je veux profiter de ce voyage pour en rapporter des images, en faire un film. Mais peut-être devrais-je renoncer à cette idée et éviter tout refuge imaginaire. Ne rien rapporter, garder l'aventure pour moi seul, le matériel ne risquerait-il pas d'entraver les échanges, de me faire passer à côté de l'essentiel? Il est temps de plonger dans la réalité, de laisser provisoirement de côté mon quotidien, mon histoire, mes racines. Avancer, renoncer à mes habitudes, à mes certitudes, à mes jugements. Redécouvrir mon pays, le monde dans lequel je vis. Enfin, devrais-je dire, dans lequel je fuis, tiens. Ça pourrait faire un joli titre. Bon, il faut se rendre à l'évidence. Partir ainsi, tout abandonner, peut inquiéter ceux qui restent. Mes parents, notamment, redoutent les dangers potentiels de dormir chaque soir chez des inconnus. Cela me culpabilise. Si je pars pour répondre à un questionnement purement personnel, n'est-ce pas égoïste? Je prendrai donc l'idée du film comme prétexte. Ce sera un chouette film après tout. Je crois que le titre est déjà trouvé. Dans quel monde je fuis? Une pensée, ou plutôt une espérance. Faire un film m'aidera peut-être, pour la première fois, à m'ancrer vraiment dans le présent. Voilà quelques jours que nous sommes sur la route. Je constate aujourd'hui mon erreur d'avant le départ. L'important n'est pas de comprendre ce que je fuis, ni même où je vais, mais de trouver ma place dans ce monde. Je ne suis plus en harmonie avec lui, parce que je ne suis plus en phase avec moi-même. La quête de soi, c'est donc cela, tout simplement. Pour retrouver mon moi enfant, celui que j'étais avant d'être rongé par les médias et l'influence de certains hommes, j'ai paradoxalement choisi de me confronter à eux, disons plutôt de travailler avec leur aide. À travers eux, je veux redonner un sens à mon existence. Dès les premières nuits, les inconnus nous ouvrent grand leurs portes, comprennent notre démarche, notre quête. Les rencontres sont faciles, belles, surprenantes, touchantes. Nous en sommes sincèrement étonnés, mais surtout rassurés. Voilà, j'y suis. En privilégiant le voyage, en vivant un rêve inspiré par des récits dévorés avec passion, je ressens pour la première fois la pleine sensation d'exister.
je suis sur la bonne route. Le temps et les repères se dissipent jusqu'à disparaître de notre quotidien. Semaines et week-ends se confondent. Nous nous levons tôt chaque matin, reprenons la route, frappons à des portes pour demander l'hospitalité. Nous prenons des photos, des images pour le film. Devant certains paysages, nous restons ébahis au point d'oublier l'appareil. Le soir, il est rare de trouver un toit avant 19h30. Peu de personnes refusent l'hospitalité, mais nous fonctionnons à l'instinct, ce qui nous fait parfois tarder avant d'oser frapper à une porte. Une fois accueillis, le dîner, généreusement offert, devient le moment idéal pour des discussions sincères. Parfois, je choisis de ne pas allumer la caméra, même si la personne conviendrait parfaitement au documentaire. J'ai besoin de savourer l'instant sans penser à l'après, jusqu'à en oublier le film. Depuis quelques jours, Inanis me presse de donner une direction artistique. Que filmer? Quand? Je n'en sais rien. Le voyage et les rencontres m'absorbent entièrement. Je n'ose l'avouer car je sais que je ne peux abandonner ce film sans paraître égoïste. Inanis aussi a fait des sacrifices pour m'accompagner. J'ai promis à lui, à ma famille, à mes amis et à moi-même. Pourtant, je n'y arrive pas. Petit à petit, le temps m'offre la liberté de n'appartenir à rien ni personne, d'être pleinement là, sans dette morale. Cette indépendance délicieuse me fait oublier mes promesses. Laissez-moi vivre, me trouver, pour moi, rien qu'une fois. La seule chose qui me retient au film est une future rencontre. Parmi les sujets identifiés comme intéressants pour le documentaire, il y a une personne fuyant son pays. La fuite ultime, la plus difficile. Peut-être celle de la désillusion qui me fera comprendre que la fuite en avant n'existe pas. Au fond, c'est ma plus grande crainte. Et si cette fuite ne servait à rien? Et si le film n'avait pas de fin heureuse? Ce matin, je suis nerveux. Pourtant, j'ai voulu cette rencontre, je l'ai provoquée. Sans elle, le film ne serait pas complet. Dans quelques heures, nous serons mis à rude épreuve. Sur la route, les regards braqués sur notre 4L ne sont plus seulement français, ils sont afghans, iraniens, palestiniens, somaliens, éthiopiens. Nous avançons vers le camp de réfugiés de Calais. Au bout du bitume, un chemin terreux mène au centre de distribution des repas. Je ralentis, autant par prudence que par appréhension. Je ne suis pas prêt. Je panique face à cette misère qui me frappe de plein fouet. Christian, président de l'auberge des migrants, nous accueille avec un sourire sincère, comme tous ici, bénévoles et volontaires. Certains réfugiés nous saluent timidement, d'autres restent méfiants. Christian, présent depuis sa retraite, précise qu'on ne s'habitue jamais à cette détresse. Ce week-end, il s'absentera pour prendre du recul, nécessaire pour continuer à aider. Alpha nous reçoit ensuite chez lui. À l'entrée de son petit terrain, un panneau de permis de construire, clin d'œil ironique. Alpha sourit, use d'humour, de dérision, révélant une force et une sensibilité profondes. Il parle de son histoire, de ses voyages forcés, du racisme, maladie causée par l'ignorance, de sa volonté de gagner la côte anglaise pour contempler un bel horizon. Retrouver sa famille quittée il y a 10 ans. L'essentiel pour lui est de vivre dans l'amour. Quand nous le quittons, il détourne le regard alors que je le remercie. De rien. Cette pudeur est bouleversante. Cet homme nous a donné bien plus que quelques minutes et son récit, sans rien attendre. Dans la 4L, un silence lourd. Inanis perçoit mes nerfs à vif et propose de conduire. Je fais semblant d'aller bien. Ce n'est pas de la fierté, mais la voix d'Alpha résonne encore. Peu importe ce qui arrivera, je vais atteindre mon but. Un arrêt s'impose. Le cadran avant droit de Puppy, petit nom de notre 4L, est trop endommagé. Peut-être avait-elle pressenti qu'un retour auprès des nôtres serait nécessaire après la rencontre avec Alpha dans le Nord. Durant ces 4 jours de pause, je visionne nos enregistrements. 2 choses me frappent. D'abord, les images sont belles et certains échanges d'une force étonnante. Le documentaire prend forme. Ensuite, je me vois, jouant un rôle, toujours agrippé à mes repères.
Il s'est passé plusieurs semaines sans que j'écrive. Le temps manque, les journées sont denses. Le soir, après les discussions avec nos hôtes, je trie les images, prends des notes, monte des vidéos diffusées en différé pour ceux qui nous suivent. Il n'est pas toujours facile de dormir sous un toit, même si cela arrive régulièrement. La rencontre étant basée sur la confiance, les personnes qui nous reçoivent ne nous connaissent pas encore, préfèrent parfois que nous campions sur leur terrain. C'est d'ailleurs ce que nous proposons d'emblée, afin qu'elles se sentent à l'aise. Notre tente a déjà été dressée dans tant de lieux différents que cela me donne le vertige. Jardin face à la mer, montagne pyrénéenne, prairies, potagers, champs, sable, pente, bord d'autoroute, sol dur, garage, bord de falaise, parc de château, pont abandonné, sous la pluie, le vent, la chaleur, le froid. Chacun de ces lieux et situations est associé à des visages, des mots, des cadeaux offerts lors de notre départ, des peines, des rires, des joies, des métiers, des adieux, des histoires. Qu'elles soient heureuses ou tristes, toutes ces histoires et rencontres me font un peu oublier d'où je viens. Cela n'a plus d'importance. J'écris de nouveau car quelque chose a changé. J'ai repensé aux premières images du voyage et à cette remarque que je m'étais faite lors de la panne de Puppy. Il y a quelques jours en Ariège, alors que je préparais une interview, j'ai aperçu sur un muret un visage sculpté, visiblement débarrassé du reste de sa statue. Il ressemblait à un masque de théâtre antique. Je suis resté longtemps à l'observer, incapable de m'en arracher. Au fond de moi, j'ai compris. Depuis un moment, mon masque est tombé. Le voyage a eu raison de mes défenses. Sans m'en rendre compte, je me suis progressivement présenté sans artifice, débarrassé de mon statut de graphiste parisien enfermé jadis dans une vie bien rangée. Je n'ai plus rien, juste l'essentiel. Je suis libéré de l'angoisse, de l'anxiété. J'écoute, sans jugement, ce que l'on m'offre. Purifié, je vis dans le vrai, l'instantané. J'accède à un amour pour l'autre, inconditionnel, inconnu jusqu'alors. Je me surprends à envisager un avenir différent. Qu'elle soit vosgienne, pyrénéenne ou alpine, au pied de la montagne, je me sens minuscule et intensément vivant. Face à chaque sommet, chaque crête, la même émotion m'étreint. À la fois impressionné et protégé par cette nature semblant indestructible, je rêve du sommet comme d'un idéal infranchissable. Là-haut, un sentiment de force incomparable doit s'éprouver. Je me dis que je suis bien en bas et que de toute façon, je n'aurai jamais la possibilité ni la force de monter. Des expressions comme déplacer des montagnes ou gravir une montagne prennent soudain sens. Derrière elles, le doute, mon manque de confiance, mais aussi une volonté farouche d'aller vers l'inconnu. C'est pourtant ce que je réalise chaque jour de ce voyage, n'est-ce pas ? Ce matin, une femme de 81 ans, solide sur ses skis et amoureuse des cimes, nous offre la possibilité de monter au Montanvert, d'atteindre la mer de glace grâce au train à crémaillère. Selon elle, la randonnée est simple et facile. Descendre dans la grotte de glace, remonter, puis suivre un sentier jusqu'à la télécabine de l'Aiguille du Midi. Simple et facile. 400 marches à la descente, une visite éclair, 400 marches à la remontée, un temps pour saisir l'impact du réchauffement climatique et comprendre que la nature n'est pas si indestructible. Simple et facile. Nous revoilà à la gare et nous contournons le refuge du Montanvert pour trouver le sentier. Nous prenons le mauvais chemin. Au lieu d'un tranquille sentier plat, un important dénivelé nous fait passer de 1913 à 2198 mètres d'altitude. Simple et facile. Malgré la fatigue, je me sens en harmonie avec la nature. Arrivé au niveau de la télécabine, nous redescendons vers Chamonix. Voici la partie la plus éprouvante de la marche.
Une descente pénible où la ville en contrebas semble à la fois proche et inatteignable. J'ai la sensation de faire du surplace, les pierres roulant sous mes pieds et mes rotules s'entrechoquent à mes fémurs. Une torture. 3 heures plus tard, après plus de 7 heures de marche, me voilà à nouveau au pied de la montagne, exténué, à bout de souffle. La montagne se dresse devant moi, je la contemple avec respect. Par son imposante grandeur, elle m'a donné la possibilité de me dépasser. Dans mon esprit, le doute, l'angoisse, la peur, la laideur, la beauté, l'espoir, la mort, la vie, l'amour, la spiritualité, la fuite, la quête, la pulsion de vivre, le désir d'aller plus loin, tous ces moments partagés me reviennent. Je revois les visages et par la pensée, Alpha est à mes côtés. Je lui murmure. Je crois que j'ai atteint mon but. Le dernier mois de voyage est intense. La Corse, surtout, est une fête baignée d'un grand sentiment de liberté. Les derniers jours éprouvent Inanis. Je sens que, pour lui, il est temps de rentrer. Quant à moi, l'envie de continuer demeure toujours, de garder ce regard levé, prêt à rencontrer le monde. Je sais maintenant que chez moi, c'est partout.